Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver ce soir dans le Club de la Presse. Nous parlerons de cette grosse perte pour la Côte d'Ivoire, le décès du président du PDCI-RDA, Henri Konan Bédié. Nous irons au Niger. Ce dimanche, fin de l'ultimatum de la CEDEAO, l'organisation ouest-africaine va-t-elle lancer l'opération militaire? Et pour en parler, nous recevons nos consultants, Lansine Bakayoko, journaliste, chef du service économie, analyste politique. Et juste après lui, Félix Boni, qui est journaliste éditorialiste, est avec nous ce soir. Il est avec nous également, journaliste, patron du quotidien L'Intelligent d'Abidjan, Alafi Ouakile, que nous recevons avec beaucoup de plaisir. Et pour terminer, Jérôme Dri, journaliste au quotidien Le Nouveau Réveil. Messieurs, je vous souhaite la bienvenue. Bienvenue dans le Club de la Presse. C'est en début de semaine, le mardi, que la triste nouvelle est tombée, le décès du président Henri Konan Bédié. La Côte d'Ivoire pleure, son deuxième président de la République. 10 jours de deuil national décrété. Voyons cet élément. Hommage de Davis Oyo. Il était l'une des figures les plus importantes de la politique ivoirienne et chef d'orchestre du PDCI-RDA. Aimé Henri Konan Bédié n'est plus. Sa carrière démarre en tant qu'ambassadeur aux États-Unis d'Amérique de 1961 à 1966. De retour en Côte d'Ivoire, Henri Konan Bédié devient délégué aux affaires économiques et financières de 1966 à 1968, puis ministre de l'économie et des finances de 1968 à 1977. Président de l'Assemblée nationale de 1980 à 1993, après son passage à la SFI, Henri Konan Bédié succède au premier président de la République de Côte d'Ivoire, Félix Houphouët-Boigny, père de l'indépendance après sa mort. Il va remporter l'élection présidentielle de 1995 avec le soutien de son parti politique, le PDCI-RDA. Il dirige la Côte d'Ivoire de 1993 à 1999. 7 ans de gestion avec à la clé plusieurs chantiers, notamment les 12 travaux de l'éléphant d'Afrique. Ces travaux ne verront pas entièrement le jour parce que renversé par un coup d'État militaire en 1999. Connu pour son mutisme et son flegme, Henri Konan Bédié, surnommé HKB, va se présenter à l'élection présidentielle de 2010, où il arrive 3e au premier tour. Il se rallie au candidat Alassane Ouattara, qui en sortira vainqueur. Avec l'appel de Daoukro, Henri Konan Bédié va encore soutenir le candidat Alassane Ouattara pour son deuxième mandat en 2015. Retranché dans son village de Daoukro, le président du PDCI-RDA préparait les élections régionales et municipales du 2 septembre prochain et le congrès du parti. Le sphinx de Daoukro est décédé à 89 ans ce 1er août 2023 à Abidjan, suite à une crise qui l'aurait piqué dans son fief de Daoukro. La grande faucheuse aura eu raison de lui, à la surprise générale. Une disparition à laquelle nul ne s'attendait. Adieu, aimé Henri Konan Bédié. Adieu, président. Alors, messieurs, tout s'est quand même accéléré un mardi soir. Il faut peut-être tout juste dire que c'est une page importante de l'histoire de la Côte d'Ivoire qui est ainsi tournée. Jérôme Dri. Oui, malheureusement, c'est une page de la Côte d'Ivoire qui s'est tournée le 1er août dernier. Je voudrais d'abord m'incliner à la mémoire de ce canton, qui est Henri Konan Bédié, dont le nom se confond un peu avec l'histoire de la Côte d'Ivoire. Et comme tu l'as dit, c'est une page de la Côte d'Ivoire qui vient d'être tournée depuis le 1er août. On dira simplement que c'est une bibliothèque politique qui a brûlé, pour prendre le mot de l'écrivain, ce 1er août 2023. En Patéba. D'accord. Alafi Ouakile. Oui, il faut s'incliner devant sa mémoire. Je pense que c'est un grand homme de l'histoire de Côte d'Ivoire et même de la sous-région. Et on peut, sans exagérer, les grands Africains, ce n'est pas un hommage surfait qui arrive lorsque une personne décède. Le président Bédié a marqué l'histoire de la Côte d'Ivoire.
positivement. Bien entendu, il y a eu des aspects négatifs. Le moment viendra d'en parler. Moi, je pense qu'actuellement, c'est le moment de l'hommage, le moment du recueillement. Et puis, bon, on aura certainement d'autres aspects à évoquer. L'enseignant Bakayoko. Oui, effectivement, avec ce départ du président Henri Konan Bédié, c'est une partie de la Côte d'Ivoire qui s'en va. Il aura marqué l'histoire politique de la Côte d'Ivoire pendant près de 60 ans. Donc un tel personnage emblématique, quand il s'en va, ça ne peut pas être comme n'importe qui s'en va. Et tout le monde sait qu'il a régenté aussi la vie politique elle-même. Il a été dans l'espace public pendant plusieurs décennies. Et donc quand Henri Konan Bédié quitte la scène, c'est vraiment une partie de nous-mêmes qui nous abandonne. Et donc les hommages que la nation est en train de lui rendre, à commencer par les plus hautes autorités de la Côte d'Ivoire, montrent la qualité de l'homme Bédié, montrent la perspicacité, la résilience de l'homme politique Bédié qui aura marqué son temps. Donc ce qu'on peut dire en résumé, c'est que la Côte d'Ivoire perd l'un de ses fils les plus illustres et l'un de ses fils qui a réussi à façonner la Côte d'Ivoire moderne. C'est tout à son honneur. Et aujourd'hui, le président Bédié laisse la Côte d'Ivoire un peu orpheline. Félix Bonny. Chapeau bas pour saluer la mémoire du président Henri Konan Bédié parce que après Félix Houphouët-Boigny en 1993, c'est-à-dire exactement 30 ans après, c'est une autre page de l'histoire de la Côte d'Ivoire qui se tourne. Vous avez vu comment, pas seulement les autorités ivoiriennes, mais toute l'Afrique, j'allais dire même le monde, tirant hommage à ce grand homme qui aura marqué quand même cette histoire de la Côte d'Ivoire pendant plus de 60 ans. C'est-à-dire la Côte d'Ivoire aura 63 ans demain. Henri Konan Bédié, pendant ces 63 ans, a vécu toutes les péripéties de ce pays. Il part à une date très symbolique, c'est-à-dire à quelques jours de la fête de l'indépendance, tout comme Houphouët-Boigny, qui à l'époque est parti pratiquement le 7 décembre, qui symbolisait la célébration de l'indépendance. Les grands hommes ne meurent jamais. Et pour moi, Henri Konan Bédié, comme Houphouët-Boigny, restera toujours dans la mémoire de tous les Ivoiriens. Parlons maintenant de l'hommage. Les 10 jours de deuil national, décréter les drapeaux en berne. On l'a dit tout à l'heure, c'est une personnalité évidemment qui mérite cet hommage de la nation, en attendant évidemment les funérailles à la fin. Oui, bien sûr, 10 jours de deuil national et puis tout ce qui suit l'annulation de l'inauguration du pont, de la cérémonie d'excellence, de la parade militaire pour la fête nationale. On aura juste une prise d'âme demain, comme il a dit le 7 décembre, parce que le président Houphouët-Boigny était décédé. C'est une cérémonie très sobre et rapide, je crois. Donc vraiment, c'était la moindre des choses. C'était vraiment la moindre des choses, ou du moins c'est une évidence. Si on pouvait faire plus, je pense qu'on le ferait. Et c'est le service, c'est ce qui a été décidé en attendant la date officielle ou la date des obsèques pour les hommages de la nation qui lui seront rendus. Jérôme Dry, pour le journaliste proche du quotidien, le quotidien Nouveau Réveil, proche donc du PDCI RDA, ce sont des jours quand même sombres à la rédaction. Oui, c'est des jours sombres à la rédaction. Je disais à quelqu'un que nous avons vécu un jour exceptionnel, un jour difficile, ce mardi 1er août, où nous étions au bouclage et la nouvelle est tombée comme un coup péré. Il fallait écrire le lendemain que le président Bédié est décédé. C'était difficile, mais bon, on a dû surmonter cette situation pour pouvoir écrire que malheureusement le président Bédié était décédé ce 1er août. Et c'était pour nous un hommage qu'on devait rendre à ce grand homme, Henri Konan Bédié, qui a imprimé une certaine vision, on va en revenir, c'est une vision au PDCI-RDA. C'est une vision au PDCI-RDA et il laisse derrière lui un héritage, on va en parler tout à l'heure. Je pense que les militants du PDCI-RDA, la direction du PDCI-RDA seront assez forts pour pouvoir continuer son œuvre.
Alors justement, parlons de l'œuvre de l'homme Félix Boni sur le plan politique, de la gouvernance de l'État, puisqu'il a été chef de l'État. On parlera tout à l'heure évidemment de l'héritage politique. Mais qu'est-ce que vous entendez retenir de l'homme? Bon, la vie du président Bédié, comme la vie de tout individu, il a eu des hauts et des bas. Mais Henri Konan Bédié, on retient de lui celui qui déjà à 27 ans se retrouve à des hauts postes de responsabilité et il n'est jamais sorti des rangs, en tout cas de ce niveau de responsabilité, ministre de l'économie et des finances. Moi, je m'appelle Félix, je porte un nom qui est très symbolique. Henri Konan Bédié, dans les années 70, aura marqué la Côte d'Ivoire par sa gouvernance au niveau du ministère de l'économie et des finances, où la Côte d'Ivoire a eu cette période qu'on a appelée le miracle ivoirien, qui a valu à mon père de me donner le nom Félix pour immortaliser Félix Houphouët-Boigny. Et c'est vrai, par la suite, tout n'aura pas été forcément rose. On a eu sa gouvernance au niveau du président de la République et cette histoire de l'ivoirité qui est restée un peu collée à son image jusqu'à son décès. Mais il faut retenir quand même de Henri Konan Bédié, cet homme de paix, cet homme qui a la posture pondérée, cette posture de rassembleur, de réconciliateur. Et c'est cet héritage qu'il a laissé aux Ivoiriens, notamment dans son tout dernier discours solennel, le 8 février dernier, lorsqu'il disait comme ça que je mettais toute mon énergie, en tout cas pour le temps qui me reste, à faire en sorte que nous ayons la paix. Et je n'ai pas été surpris de toute cette mobilisation, de toutes les tendances politiques et politiciennes autour après l'annonce de son décès. Et je me dis souvent, je disais comme ça en rigolant, alors si on pouvait faire ça, pourquoi ne pas nous aimer vivants? Pourquoi attendre que nous soyons morts pour montrer qu'on s'aime? Aimons-nous vivants? On aurait certainement eu cette réconciliation derrière laquelle on court jusqu'à maintenant le plus facilement possible. Enseigne Bakayoko, on retient, selon vous? D'abord, moi je voudrais signaler que tous les actes qui ont été pris par le gouvernement pour témoigner de l'immensité du président Bédié, la cessation de toutes les activités festives, alors que les préparatifs étaient déjà engagés, la prise symbolique d'armes au palais présidentiel alors que le gouvernement prévoyait une fête relativement grandiose, et tous les hommages qui pleuvent. Je pense que le président Bédié mérite tous ces hommages. Maintenant, au niveau de sa gouvernance, je pense que le président Bédié a été dans l'arène, dans l'espace public, en tout cas dans de bonnes conditions, jusqu'en 1993. Parce qu'il aura été ministre des Finances, il aura été président de l'Assemblée nationale jusqu'en 1913. Et 93. Et je pense qu'on peut dire sa descente aux enfers. En tout cas, son purgatoire aura duré que peut-être 17 ans, jusqu'en 2010, puisque à partir de 2011, c'était une coalition dans laquelle il était un des acteurs majeurs, si vous voulez, un des colistiers de cette coalition, qui a pris le pouvoir en 2010. Donc, il était revenu, on va dire, aux affaires, d'une certaine manière. Donc, le président Bédié a connu une longue période faste et une période de disette qui n'est pas moins longue. Mais on va dire, ça, c'est la vie normale d'un homme politique. La politique est faite de haut et de bas. C'est tout un parcours, c'est tout un cheminement. Et le président Bédié n'a pas échappé à ce cheminement qui est propre à tous ceux qui font de la politique. Mais globalement, on peut dire qu'il a fait ce qu'il a pu. Il a réalisé un certain nombre de chantiers. Je pense, par exemple, à Azito, au complexe électrique d'Azito. Il a réalisé d'autres projets, notamment la côtière et plusieurs autres infrastructures. C'est vrai, il n'a pas pu mettre en place, il n'a pas pu réaliser les 12 chantiers de l'éléphant d'Afrique. Il a été stoppé net par le coup d'État du général Gueye. Mais je pense que le président Bédié, du point de vue de la gouvernance, n'a pas démérité. Au plan politique, on peut être un peu plus mitigé, mais c'est dans l'ordre normal des choses. Quand quelqu'un est au pouvoir, il fait tout pour pouvoir conserver ce pouvoir. Parfois, ça heurte des susceptibilités, parfois, ça heurte, disons, les consciences. Mais Bédié restera quand même l'une des consciences collectives de la Côte d'Ivoire moderne. Vous savez aussi, l'État, c'est une continuité. Parmi les réalisations dont il parlait, on peut citer le 3e pont qui porte d'ailleurs à juste titre son nom.
Et puis le stade olympique Alassane Ouattara fait partie des projets des 12 chantiers, des 12 travaux de l'éléphant d'Afrique. Il y a beaucoup d'autres travaux comme ça. Oufoué a pu les rêver. Bédia a pu les rêver. Peut-être après un autre est venu, il les a réalisés. Je crois que ça avait fait l'objet un peu du mouille d'une chanson des Ivoiriens pour dire tel l'a rêvé et tel l'a réalisé. Donc c'est ça la continuité de l'État et on peut effectivement citer cela aussi. On peut également, avec vous, retenir ce qu'on peut retenir de oui, beaucoup de choses positives. Et puis, on le connaissait pour ses petits mots, ses traits d'humour, ses petites phrases qui ont fait l'objet de débats, des gens qui applaudissaient, d'autres disaient non. On dit, quand on vous montre la lune, vous regardez le doigt. Hypochondriaque écrivant. Il y a des doux mots comme ça. Négateur patenté des évidences, il le disait. Et puis, le juridisme abscon. Avec Bédié, il y avait toujours un petit mot, quelque part, une petite expression qui restait, et qui châtiait. Il était amoureux des belles lettres. Et on voit qu'il était de cette école qui avait le goût, cette aristocratie-là, dont peut-être on ne parle pas souvent, qui a aimé les bonnes choses, qui a connu la vie, qui a connu Bédié, a vécu. Le président Bédié a vécu pleinement et je crois que c'est ce qu'on peut retenir. Voilà, il a connu la vie, il a vécu. Et souvent, chez nous, on dit qu'il faut respecter les hommes qui ont vécu. Et ils méritent notre respect. Jérôme? Ce qu'on retient, moi je vais revenir un peu sur l'héritage, puis on va toucher ça, l'héritage. Oui, ce sera juste après, mais voilà. Oui. Ce qu'on retient quand même du président Henri Konan Bédié, c'est son amour pour la Côte d'Ivoire. Il était très attaché à la Côte d'Ivoire. Il y a quelqu'un qui me rappelait quelque chose il y a seulement 2 jours. Mais le président Bédié, depuis 2021, pourquoi il ne partait plus en France pour faire son check, tu vois? Non, moi, je ne savais même pas que depuis 2021, le président Bédié ne partait plus en France. Mais il faut retenir que le président Bédié avait un amour profond pour la Côte d'Ivoire. Il a même toujours, dans tous ses discours, il est revenu dessus. Il va consacrer sa dernière énergie pour la réconciliation de la Côte d'Ivoire. Et chaque fois qu'il avait l'occasion, il invitait les Ivoiriens à la paix, à la cohésion. C'était comme le ciment de la paix et de la cohésion de la Côte d'Ivoire. C'est pourquoi, comme dirait l'autre, peut-être qu'il est mort d'une belle mort. Parce qu'il est mort sans faire beaucoup de bruit, sans traîner sur des lits d'hôpitaux. Bédié nous a quittés comme un grand chef. Parce qu'il avait un amour profond pour la Côte d'Ivoire et surtout pour les Ivoiriens aussi. Puisqu'on parle déjà là maintenant de l'héritage de l'homme, notamment l'héritage politique, tel président du PDCI et RDA, qu'est-ce qu'il reste finalement à maintenir au sein de ce parti? Et plus globalement, si on ouvre la sphère politique, finalement, quel sera le rôle du PDCI et RDA? C'est trop tôt d'en parler? Bon, c'est pas tout d'en parler. Il faut souligner que quand on parle de l'héritage politique ici, moi je voudrais mettre l'accent sur les valeurs que le président Bédié a laissées, lègue au PDCI RDA. Première valeur, c'est la paix. Le PDCI a été toujours un parti de paix. Et ça, je pense que au niveau du PDCI, cette culture de paix va continuer. Deuxième valeur, c'est le respect des tests. Le PDCI, depuis que le président Henri Konan Bédié a pris la tête du PDCI RDA, le respect des tests a été l'un des éléments clés, des fondateurs de la gestion du parti. Chaque fois qu'il avait un problème au sein du parti, je vais rappeler même récemment, pour le prochain congrès, vous savez qu'au sorti du dernier congrès, le PDCI avait 400 membres du bureau politique. À la suite, il y a eu des nominations, ils se sont retrouvés à 2000 membres. Et pour aller à ce congrès, c'était ces 400 membres-là qui devaient être à ce congrès. Pour valider le nombre des 2000 membres, il a eu un congrès extraordinaire qui s'est tenu récemment ici à Abidjan pour pouvoir valider ces nombres-là avant d'aller au congrès. C'est dit que le président Bédié il a accordé beaucoup d'intérêt au respect des tests au niveau du PDCI-RDA. D'ailleurs, c'est ce qui a permis cette transition douce juste après son décès. Il a fallu que la haute direction du PDCI-RDA ouvre des tests pour voir qu'est-ce qui était indiqué dans ce cas d'espèce. Et l'article 40 et 43 des statuts et règlement intérieur du PDCI dit que le président du parti
les présidents sont élus par le Congrès pour un délai de 5 ans. S'il est iréligible, en cas de décès et de démission ou d'empêchement absolu, l'intérim est assuré par le doyen d'âge des vice-présidents. C'est ce qui a été fait. Et le doyen d'âge des vice-présidents, c'est le professeur Kopli Bounou. Donc il n'y a pas eu de problème. Certains avaient pensé que le PDC allait s'imploser au lendemain de la mort de Bédié. Ce n'a pas été le cas. Cette transition a été faite très douce selon les tests. Pour finir, il y a une autre valeur encore que le président Bédié laisse au PDC-RDA, c'est le respect de la parole donnée. On sait comment le président Henri Konan Bédié, après l'appel de Daoukro, quelle pression il n'a pas eu au PDC-RDA, des militants, mais il a maintenu la parole qu'il avait donnée publiquement pour que le PDCI accompagne le président Alassane Ouattara. Et ça a été fait. Je vais pour l'instant m'arrêter là. Et à la fin, il va prendre le relais. Oui, l'héritage politique, c'est le PDCI. La Côte d'Ivoire n'était plus co-géré, ou du moins le PDCI n'était plus dans la gestion au niveau de l'État. Donc l'héritage politique aujourd'hui, il faut l'apprécier au niveau du PDCI. Donc qui peut porter cet héritage? D'abord, c'est son parti qui va le porter, qui va porter cet héritage-là, comme le PDCI et d'autres partis ont porté l'héritage du Fouet-Boigny, l'héritage du fouettiste. Donc, il y a eu une première transition qui s'est bien déroulée avec l'application des tests et la désignation du président par intérim. Maintenant, ça va durer 6 mois au plus, 6 mois, oui. Puisque le mandat, normalement, était fini. Il était chaque fois reconduit par rapport au Congrès. Donc, je pense que ça a duré 6 mois au plus. Il faut préparer le Congrès. Il faut, avant le Congrès, préparer les obsèques, regarder. Donc, il y a un agenda à tenir, un agenda qui doit tenir compte des impératifs que peut-être la nation a, comme la Coupe d'Afrique, et puis des événements réguliers qui arrivent, les élections, bon, on va les passer, et puis après, il y a la fête de Pâques qui va arriver, on a mars-avril, Noël, voilà, donc il y a les obsèques, il y a les agendas, il y a tout, et il y a les 6 mois, il y a le Congrès, donc je pense que le parti va regarder tout ça, et puis on attend les dates, des hommages au niveau national, en prenant en compte un certain nombre de choses. Donc cet héritage-là tiendra compte de tous ces paramètres et puis le Congrès devra être organisé parce qu'il faut faire vivre le PDC. Il faut que le PDC continue de vivre pour honorer la mémoire du président Bédié, rester fidèle à son engagement pour la Côte d'Ivoire et puis dans le sillage du président Houphouët-Boigny, le PDC doit continuer à vivre en maintenant les choix stratégiques, les alliances qui ont été réalisées par le président Bédié ces dernières années, notamment avec le rapprochement avec le PPACI, en tenant compte aussi certainement des engagements passés avec le RHDP et des contacts qui ne sont jamais coupés entre lui et le président Alassane Ouattara, malgré des moments de tension. Et vers la fin, le président Bédié s'est posé un peu en ce rassembleur-là. Comme il le disait, il lançait un appel. Et un des éléments que je pense qu'on peut retenir, c'est après l'expérience ou l'aventure du CNT, cette rencontre de novembre 2020 au Golf Hotel. Il ne faut pas qu'on oublie ça. C'était un rendez-vous important, il faut l'évoquer. C'était encore la tension. La Côte d'Ivoire pouvait encore sombrer et brûler. Et cette rencontre-là s'est déroulée. Ça me paraît un élément important. Il faut souligner et remercier ceux qui ont œuvré à cela et saluer le président Bédié pour ce geste. Alors, quel PDCI RDA après le président Konan Bédié lancé? Bon, d'abord, je pense que le défi du PDCI, c'est principalement le défi de l'unité, le défi du rassemblement. Parce que tout le monde sait que le président Bédié était une sorte de ciment, une sorte de ferment pour l'unité du PDCI RDA. C'est-à-dire qu'il était l'épine dorsale, c'est vers lui que toutes les tendances convergeaient. Quand Bédié mettait le haut là, c'était le haut là. Quand il ouvrait, il ouvrait. En fait, le match était arbitré par le président Bédié. Mais je pense que tout à l'heure, Jérôme, j'ai senti son enthousiasme un peu débordant
parce que c'est un enthousiasme relativement précoce. L'avènement du professeur Kopli Boni, je pense que l'heure n'est pas encore aux hostilités. Parce que Kopli Boni, ce n'est pas un vrai challenger, il a su une transition. Et puis au regard de son grand âge, en réalité, les jeux n'ont pas encore commencé avec le professeur Kopli Boni. Donc il faut tempérer un peu cet enthousiasme-là. Mais le vrai... Il le dit peut-être parce qu'il y avait certains qui estimaient que le parti aurait implosé depuis. J'ai bien compris. Voilà, J'ai bien compris. J'ai bien compris. Voilà. Et tu as dit que beaucoup avaient estimé, pensé que le PDCI allait imploser. Bon, après 48 heures du décès d'un parti comme le PDCI, un parti sexagénaire. Donc, ça veut dire que le premier défi qui était la transition a été réussi avec l'État, c'est ce que je viens de dire. Y avait-il une menace Il n'y avait aucune menace. Un parti septuagénaire comme le PDCI RDA... Non, s'il n'y avait pas un test, si les tests n'étaient pas assez précis, il aurait une menace. Si les tests n'étaient pas assez précis, il aurait une menace. Et si les tests n'étaient pas respectés au PDCI, comme le président Bédié l'a imprimé, il allait avoir une menace. Est-ce que c'est révélateur des dissensions en interne qui sont peut-être un peu trop... Moi, je pense que c'est prématuré d'être aussi enthousiaste vis-à-vis de la capacité du PDCI à maintenir sa cohésion malgré l'épreuve. Je pense qu'aujourd'hui, ça fait quasiment 5 jours que le président Bédié nous a quittés et le remplacement a eu lieu, je crois, 48 heures après. Et comme je l'ai dit, Kopli Boni n'est pas, en tout cas, n'est pas dans la compétition activement. Donc, on ne peut pas penser que Kopli Boni, sa venue, a permis de maintenir la cohésion. Cela dit, je pense que le plus gros défi du PDCI, comme je l'ai déjà dit, ce serait le défi du rassemblement, le défi de l'unité. Moi, je souhaite que le PDCI traverse cette épreuve parce qu'il faut quand même un PDCI fort, il faut un PPACI fort parce que ça donne du sens à la vie publique, ça donne de la vitalité à notre politique. Et il ne faut pas qu'il y ait une scène politique sclérosée, il faut des partis forts. Et je souhaite que le PDCI reste un parti fort, que le PPACI continue d'être un parti qui compte, aussi bien le RHDP, pour qu'on ait une vie politique très animée. Parce qu'un PDCI ankylosé peut biaiser le débat dans l'espace public. Félix Boni. Je pense comme Bakayoko qu'il est prématuré de parler de l'avenir du PDCI parce qu'on est en période de deuil et n'oublions pas que le président Bédié a un camp et que les Ivoiriens, de façon traditionnelle, en période de deuil, on ne commence pas les hostilités. Après les obsèques du président Bédié, on verra ce qui va rester du PDCI-RDA. Dans tous les cas, la disparition des grands hommes, parce que la disparition du président Bédié, parce que pour moi, il n'est pas mort, les grands hommes ne meurent pas. La disparition du président Bédié, comme la disparition de Fort-Boying, parfois, ont des impacts sur l'héritage qu'ils laissent. On a vu comment le PDCI, entre les mains d'Henri Konan Bédié, s'est effrité. Le RHDP, le RDA qui est né du PDCI, le DPCI, le PCI et d'autres formations politiques. On espère que le PDCI ne connaîtra pas cette saignée, mais ce sera un coup dur. Je pense que Henri Konan Bédié laisse au PDCI un héritage. C'est l'héritage de la thématique du dernier congrès, le 12e congrès de son parti, rassemblement, rajeunissement et renaissance. Ces partisans qui laissent dans le deuil actuellement devraient s'inspirer de cela pour les prochains congrès et puis faire corps autour d'une personnalité forte. Il y a encore des gens au PDCI en dehors au-delà du président Bédié actuellement pour pouvoir reprendre le bac de cette formation politique et puis pouvoir le mener encore. Il y a encore des combats intéressants à mener. C'est un parti qui est encore très fort, très ancré dans le paysage politique ivoirien. Il ne reste simplement que les militants soient suffisamment responsables et forts et qu'à la mémoire de leurs leaders qui viennent partir, se disent on va relever le défi et je crois que le défi peut se relever. Alors messieurs, je pense qu'on a fait le tour sur cette première question. Si vous le... Oui, Lancidé, vous voulez ajouter quelque chose? Je vais emboîter le pas à Félix pour dire qu'au PDCI, les ressources humaines de qualité ne manquent pas. Ça, personne ne peut le contester. Parce que c'est ce parti qui a été le vivier, même qui a nourri l'espace politique, qui a engendré ce qui anime aujourd'hui la vie publique ivoirienne. Donc je pense que le PDCI n'a pas de problème de ressources humaines, mais comme je le dis,
le plus gros challenge restera la capacité du PDCI à fédérer ses énergies autour d'une personnalité symbolique. Et ça, ce n'est pas une sinecure, c'est un vrai challenge, vu les égos et les appétences, les ambitions qui sont aussi démesurées. On ne peut pas parier que le PDCI pourra réussir ce transfert du président Konan Bédié au transfert d'une autre personnalité qui va faire le consensus. Mais je le souhaite ardemment pour le bien de la politique ivoirienne, pour la vitalité de l'espace public. Je voudrais juste souligner quelque chose. Le PDCI a traversé quand même quelques moments difficiles. Il faut le dire. Avec la mort de Fouboigny, on pensait que le PDCI n'allait pas pouvoir résister. Après, avec les quelques crises internes qu'on a connues au PDCI-RDA, mais le PDCI est un parti résilient. Comme le président Bidi lui-même est résilient, le PDCI est un parti résilient. Et comme si c'était un message qu'il lançait aux militants du PDCI au dernier congrès, au dernier bureau politique, pardon, à Daouko, le président Bidi a dit il a eu un PDCI fort. Il aura un PDCI fort aujourd'hui et demain il aura un PDCI toujours fort. C'est pour dire qu'au-delà du président Henri Konan Bédié, après le président Henri Konan Bédié, je ne crois pas que le PDCI pourra s'imploser. Ça, c'est pas sûr. Parce qu'au PDCI, il y a quand même ceux qu'on appelle les gardiens du temple, qui savent comment préserver la maison, rendre solide la maison et créer les conditions de rassemblement. D'accord. Alors, messieurs... Ce sont ces gardiens du temple qui sont parfois bousculés. Puisque les gardiens du temple, on a vu les gens... Il y en a un à la tête du parti actuellement. Les gens comme les KKB, les gens comme les Jean-Louis Billon, c'est eux qui veulent de structurer cette oligarchie qui est installée à la tête du parti. Et ça, c'est une évidence. Donc, je pense que le PDC, oui, a un socle, mais il y a aussi des jeunes loups qui veulent... On ne peut pas empêcher les ambitions des jeunes. Les ambitions vont s'exprimer, mais... Je pense que ça fait partie de la vitalité d'un parti politique. S'il n'y a pas toutes ces ambitions, alors le parti n'existera pas. Il faut animer la vie du parti politique. Et c'est les divergences c'est des divergences que naissent la qualité au niveau des opinions. Donc je pense que... Sinon, il n'y a pas de conflit des générations. Sinon, il y a encore des leaders, des jeunes... D'accord, mais c'est une situation évidemment qu'on va suivre. Pour le moment, on observe donc le ciment dans cette formation politique. Le deuil en attendant les funérailles. Et on va parler d'un autre sujet. Parlons surtout maintenant du Niger. C'est aujourd'hui qu'expire l'ultimatum de la CEDEAO. L'organisation avait donné jusqu'à ce dimanche à la junte pour un retour à l'ordre constitutionnel. Quel schéma se dessine maintenant? On en parle avec Davis Oyo et on se retrouve. Après le 51e sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement, la CEDEAO durcit le ton contre le Niger. Une batterie de sanctions est prise, entre autres la fermeture des frontières terrestres et aériennes entre les pays de la CEDEAO et le Niger. L'établissement d'une zone d'exclusion de la CEDEAO pour tous les vols commerciaux à destination ou en provenance du Niger, la suspension de toutes les transactions commerciales et financières, le gel des avoirs du Niger dans les banques centrales de la CEDEAO et dans les banques commerciales. Autant de blocus économiques pour contraindre les putschistes à libérer le président Bazoum et sa famille et à restaurer l'ordre constitutionnel dans un délai d'1 semaine. L'ultimatum passé, la CEDEAO n'exclut pas une intervention militaire. Justement, une réaction des chefs d'état-major du bloc ouest-africain s'est tenue le 4 août dernier à Abuja pour réfléchir sur cette option. Dans un communiqué, le porte-parole de la junte déclare qu'une intervention militaire serait une déclaration de guerre contre le Niger. Pour l'heure, à Niamey, la situation semble de plus en plus tendue. Des milliers de manifestants sont dans les rues et devant l'ambassade de France avec des drapeaux russes et des pancartes hostiles à la France et à la CEDEAO. Selon les observateurs, la pression s'accroît chaque jour un peu plus sur le nouvel homme fort proclamé du Niger, à l'origine de la chute du président Bazoum. Alors, messieurs, il y a une pression de la CEDEAO. La junte, évidemment, refuse. D'ailleurs, elle se prépare, elle dit attendre les forces militaires de l'organisation. Qu'est-ce qui va se passer, surtout que l'ultimatum prend fin aujourd'hui? Jérôme? Qu'est-ce qui va se passer? C'est une grande question. Mais ce que je voudrais dire, on doit toujours encore explorer la voie de la négociation. Et là, je suis d'accord avec le Premier ministre nigérien qui, ce week-end, lors d'une manifestation à Paris, a indiqué qu'il croit bien que on peut poursuivre la voie de la négociation, que ce n'était pas l'instant, le moment de pouvoir explorer cette voie militaire. Et il faut continuer. C'est vrai, peut-être la junte
veut se donner assez de temps pour pouvoir s'installer. Mais est-ce qu'on ne peut pas poursuivre encore la voie de la négociation? Parce que aller explorer la voie militaire, on va s'enliser dans un conflit dans lequel on ne pourra pas s'en sortir. Tant de questions qu'il faut regarder avec beaucoup de précision avant d'agir, je crois bien. Oui, mais la négociation, jusqu'à quand? Ouais, c'est la question, hein, la négociation jusqu'à quand. Il est évident que peut-être il n'y aura pas l'attaque aujourd'hui, mais la négociation jusqu'à quand? Parce que plus les jours passent, plus les putschistes consolident leur position, plus ils traînent, plus ils verrouillent leur dispositif, ils se donnent les moyens de survie, et puis on va faire 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines, 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 10 mois, 12 mois. Et puis, bon, ils sont là. Et après, on va dire, bon, comme ils sont là, négocions comme ailleurs au Mali, en Guinée, au Burkina, une transition. Ils ont déjà fait 10 mois, on ne fait pas plus de 12 mois. Et puis, paf, ils auront fait 24 mois en attendant le prochain coup d'État quelque part dans la sous-région. Bon, il faut peut-être mettre fin à ça, enfin, un jour, quoi. Parce que comment? Mais après, donner encore quelques temps pour le dialogue et puis frapper, utiliser les moyens qui veulent être mis en place, la force militaire. Parce qu'eux, ils utilisent la force pour accéder au coup d'État. Mais contre eux, on ne doit pas utiliser la force, on doit négocier. Mais eux, là, ils ne doivent pas négocier. Dans la constitution du Mali, qui a été suspendue par les putschistes actuels, le coup d'État est interdit. Mais ils ont fait un coup d'État. Et dans leur nouvelle constitution, ils interdisent encore le coup d'État. Si on n'y met pas fin, à Bamako, là, ils croient que la nouvelle constitution fait peur à un putschiste demain qui va faire un coup d'État. À un moment, il faut arrêter, en fait. Si le Niger peut être le début pour arrêter ça, moi, je pense qu'il ne faut pas hésiter. Il faut le faire. L'enseigné. D'abord, je voudrais prendre Jérôme Momo pour dire qu'il n'y a pas de fissure entre le Premier ministre Oumoudou et le président Mohamed Bazoum. Le Premier ministre a dit qu'il souhaite qu'on n'en arrive pas à une crise armée. Et que jusqu'à... En espérant la sagesse des putschistes. En espérant la sagesse des putschistes jusqu'à l'expiration de l'ultimatum, il estime, il pense, il souhaite que les putschistes fassent preuve de contrition et reviennent au statu quo ante, c'est-à-dire au retour de l'ordre constitutionnel incarné par Mohamed Bazoum. Et Mohamed Bazoum lui-même a dit qu'il est en captivité et qu'il faut que cette situation cesse. Donc, il n'y a pas de schisme entre le Premier ministre et son président de la République. Ça, c'est d'un. Maintenant, je pense que, en ce qui concerne la posture du général Tiani et de son conseil militaire, je pense qu'il faut, comme Alafé l'a dit, il faut à un moment donné, il faut arrêter. Il faut arrêter. Parce qu'il n'y a pas de raison objective pour que Mohamed Bazoum soit éjecté hors du pouvoir. D'abord, il n'a fait que 2 ans. 2 ans d'exercice du pouvoir. On ne peut pas dire qu'il a tenté de faire un 3e mandat. On ne peut pas dire qu'il a tenté de faire des tripatouillages constitutionnels. On ne peut pas non plus évoquer un échec au niveau militaire, puisque depuis qu'il est là... Mais c'est surtout ce que Tiani a évoqué, les difficultés. Tiani trouvera toujours des raisons. Je l'ai déjà expliqué ici. Du temps de Mohamed Bazoum, dont Tiani était beaucoup plus proche, il y a eu plus d'attaques que sur Mohamed Bazoum. Mohamed Bazoum... Autant de Issoufou. Je pense que Mohamed Bazoum a été élu sur un programme. Lui, il a opté pour une certaine négociation avec les Nigériens. Moi, je l'ai bien écouté. Il a dit, ceux qui ont pris les armes sont aussi des Nigérians. L'option militaire a montré ses limites. On va essayer, disons, la négociation. C'est comme ça qu'il a réussi à intégrer à l'ancien appel vis-à-vis des irrédentistes, pas des irrédentistes, mais de ceux qui sont fâchés contre la République du Niger, pour les intégrer. Mais c'est son option, c'est lui qui a été élu. Tiani n'a pas été élu. Les Nigériens ne l'ont pas adoubé pour pouvoir éradiquer le djihadisme. Moi, je pense qu'à un moment donné, il faut arrêter avec tous ces prétextes-là. Il ne faut pas que le coup d'État devienne le mode d'accession au pouvoir dans la sous-région. C'est extrêmement dangereux. Ça rend notre espace régional très volatile. Il ne faut pas banaliser le coup d'État. Parce que si le coup d'État est banalisé, c'est toute la sous-région qui va être infestée. Et moi-même, je pense même bien au-delà. Puisque s'il est toléré
en Afrique de l'Ouest, qui est une religion relativement bien organisée, en tout cas au plan communautaire, par rapport à d'autres régions comme l'Afrique centrale ou même l'Afrique de l'Est, l'Afrique de l'Ouest est quand même un exemple d'intégration. Donc, si les coups d'État viennent remettre en cause ce processus d'intégration, il va falloir mettre un haut là. En tout cas, souvent, on reproche à la CEDEAO de n'avoir pas agi au Mali, d'avoir agi mollement en Guinée ou au Burkina Faso. Je pense qu'il est temps pour la CEDEAO de taper du poing sur la table et de mettre un haut là. Parce que est-ce que la CEDEAO a les moyens? Le coup d'État du Niger, c'est le coup d'État de trop. Oui, mais est-ce que la CEDEAO a les moyens d'imposer ce retour à l'ordre constitutionnel? En l'état actuel, la CEDEAO a les moyens. Peut-être sur le plan politique, parce qu'il faut gérer les questions de politique intérieure. C'est ça qui peut être un blocage. Mais d'un point de vue militaire, absolument militaire, je pense que la CEDEAO a les moyens de rétablir l'ordre. Oui, mais parce qu'en face, il y a aussi une force, et Alafé l'a dit, ce sont des militaires au pouvoir. Il y a le Burkina et le Mali qui se positionnent en soutien. Ça, c'est du bluff. Il y a l'Algérie qui n'est pas trop... Non. Disons, le discours malien et burkinabé, moi, je considère ce discours comme du bluff. Et ils n'ont pas les moyens, ces deux pays, ils n'ont pas les moyens de faire face à un désir de rétablissement de l'ordre républicain au Niger. Mais c'est vrai, ils bandent les muscles, mais je pense que ces muscles peuvent être dégonflés. À un moment, il faut que chacun assume ses postures. La Russie a attaqué l'Ukraine, n'est-ce pas? La CEDEAO prendra ses responsabilités. Et puis advienne que pourra. Si l'Algérie veut faire la guerre, à la CEDEAO, qu'elle le fasse. Et puis chacun assumera. À un moment, il faut assumer, arrêter de se faire peur. Le Burkina va réagir, le Mali, il faut arrêter de se faire peur, que chacun assume ses postures, que la CEDEAO prenne ses responsabilités, que le Mali arrive avec son armée, que le Niger attaque, il faut assumer. Poutine a assumé. Il faut que chacun assume sa posture. Et il ne faut plus se faire peur, que chacun assume. Voilà, ça doit arriver maintenant ainsi. Mais avec Poutine, que chacun assume. Voilà, Poutine est là, non? Les mêmes qui refusent l'attaque de la CEDEAO, là, ils soutiennent Poutine, certains parmi eux. Même si ça s'est enlisé, ils sont heureux de soutenir Poutine. Non, mais quand la CEDEAO veut faire, ils sont en transe. On ne parle pas de guerre comme dans... Voilà, comme c'est si pas une guerre, pour lui c'est une opération. De quoi on parle qui est bien? Coup d'État alors? C'est une opération spéciale, c'est pas la guerre. Mais qui a été les premiers à employer le mot guerre? Qui s'amuse avec guerre? C'est le Mali et le Burkina qui parlent de guerre. Ils ont envie de faire la guerre. Qu'ils le fassent. Qu'est-ce que c'est une opération? Qui a parlé de guerre? Mais c'est une opération spéciale. C'est une opération militaire. C'est une opération spéciale. C'est pas la guerre. C'est pas la guerre. Les gens font des dénonciations pour soutenir les poutistes et après ils sont les premiers à prendre des positions de principe. On est contre les coups d'État. On fait comment? Et après, ils font des déclarations de principe. On ne fait pas la guerre, on ne fait pas ceci. En même temps, ils sont contre les coups d'État. Or, leur posture vise finalement à légitimer les coups d'État. Il faut le dire haut et fort. Et laisser chacun assumer ses postures. Ceux qui veulent faire la guerre, laissez-les le faire. Si vous êtes contre, on accepte, mais il faut arrêter de dénoncer les actions de la CEDEAO et soutenir les poutistes. Mais ça craint justement, ça craint parce que finalement ce sera la guerre partout. Il n'y a pas de guerre. On boute hors du pouvoir des poutistes. Il n'y a pas de guerre. C'est pas sur un terrain de football qu'on ira faire ça. Poutine a attaqué la Russie, est-ce qu'il y a la guerre partout? Depuis 1 an et demi, il y a la guerre partout. Oui, mais là, ça finit pas là. Oui, mais est-ce qu'il y a la guerre partout? Est-ce qu'on sait jusqu'où ça va arriver? C'est ça, vous avez dit au début, Poutine n'a pas eu peur. La CEDEAO n'aura peur de rien. On ne saura pas où ça va arriver, mais la CEDEAO ne doit avoir peur de rien. Poutine a eu peur de rien et personne ne doit avoir peur de quoi que ce soit. Mais ils n'ont pas été assez forts pour le dire à Poutine, hein, pour qu'il ne fasse pas sa guerre. Ils ne sont pas assez forts, ils n'ont pas été assez forts pour le dire à Poutine, pour qu'il ne fasse pas sa guerre. Il n'a pas eu peur des États-Unis et il a fait sa guerre. Oui, on va écouter Félix Boni. La CEDEAO doit avoir peur de la guerre partout parce qu'on ne sait pas où ça doit aller. Félix, c'est quand même une situation à régler au Niger. Les poutistes au pouvoir. On n'est pas unanime, justement. On est tous unanimes sur une chose. Il y a un coup d'État qui est arrivé au Niger et qui... Le président français, d'ailleurs, a parlé d'un coup d'État parfaitement illégitime. Après analyse, j'ai compris ce qu'il voulait dire. Ça dit tous les prétextes avancés par la junte au Niger, ce sont des prétextes vraiment qui ne tiennent pas. Les problèmes économiques. Alors, il appartient au peuple
de sanctionner un président qui a été élu, démocratiquement élu. À la fin de son mandat, il peut être sanctionné. Bakayoko a parlé tantôt de la question sécuritaire. La question sécuritaire, ça ne tient pas. Quand bien même Kiani vient de la région de Tilaberi, où il y a quelques attaques sporadiques, mais ce n'est pas aussi d'une certaine ampleur pour justifier un coup d'État aujourd'hui. La réalité, et là je soutiens ce que Alafé vient de dire tantôt, c'est qu'il y a l'hydre d'expansion, de contagion russe qui est parti du Mali au Burkina et qui aujourd'hui est en train de toucher un peu le Niger. Par contre, je pense que pour le règlement de cette situation, on ne peut pas parler en même temps de dialogue et en même temps brandir la menace. Je crois que la CEDEAO, au départ, aurait pu parler de dialogue ou de coup de force. Mais quand tu menaces quelqu'un et puis maintenant tu t'approches de la personne pour vouloir dialoguer, mais la personne est déjà sur le coup de la défensive. La preuve en est que les militaires n'ont pas reçu la délégation de la CEDEAO qui est restée à l'aéroport et qui est revenue. Donc, si c'est pour utiliser la force, vous utilisez la force, vous vous réunissez, vous trouvez le mécanisme nécessaire et vous frappez au moment. Mais là, on utilise le dialogue, c'est-à-dire on souffle le chaud et le froid. Finalement, on traîne dans la situation. Aujourd'hui, on parle de la CEDEAO qui va attaquer, mais quelle CEDEAO va attaquer le Niger? La preuve en est que le Nigeria qui tient le leadership de la force, au Nigeria, le président Bola Tinubu a été affaibli par la posture du Sénat. Il ne pourra pas déclarer utiliser la force nigériane pour aller mener une opération j'allais dire, spéciale au Nigeria. On a une internationalisation de cette situation après le Mali, le Burkina, l'Algérie, le Tchad qui dit « je ne me sens pas concerné par une intervention militaire ». Le Tchad qui n'est pas dans la CEDEAO. Le Tchad qui n'est pas dans la CEDEAO. Mais oui, qui ne fait pas partie de la CEDEAO, mais sur lequel certains d'aucuns comptaient que le Tchad a une armée peut-être parce qu'un pays voisin. Parce qu'un pays voisin du Niger. Je vais terminer. Le Bénin qui fait partie également de la CEDEAO qui dit « Ah, moi, je préfère qu'on privilégie vraiment, mais si tout le monde décide, je me rends finalement aujourd'hui, on se demande bien quelle force. On parle de 50 000 éléments. Mais vers la fin, je me dis, mais si on pouvait organiser 50 000 éléments pour une opération spéciale, je crois que 50 000 éléments nous auraient permis de mettre fin à la question, certainement, du djihadisme que les gens sont en train d'utiliser. Oui, on aurait aussi pu dire que Tiani pouvait aller directement attaquer les terroristes. Ce serait plus simple aussi pour régler la question terroriste. S'il vous plaît. Oui, s'il vous plaît, oui. Cet argumentaire de belles intentions, c'est suffisamment inhibiteur pour empêcher de passer à l'action. Et quand on écoute, si on écoute ça, on fait 1 mois, 2 mois, 3 mois, 10 mois, 20 mois, 20 ans de dialogue et chaque fois les coups d'État sont là. N'oublions pas, la CEDEAO, avant sa réunion qui a abouti à l'ultimatum, dès les premiers instants, les chefs d'État ont dénoncé. Ils ont dit non, arrêtez, n'allez pas au bout, arrêtez, libérez le président. 1, 2, 3, 4 jours, ils n'ont pas écouté. Pendant que le coup se déroulait, la CEDEAO a envoyé une mission. Elle a été reçue, elle n'a pas été écoutée. Après, le président du Tchad dont on parle est allé leur parler, négocier, arrêter. Avant les menaces, le président béninois devait aller. Avant, ils n'ont pas écouté. Mais c'est alors qu'un ultimatum a été donné. Mais vous voulez discuter, dialoguer jusqu'à 15 ans. Mais non, mais on ne va pas revenir sur le processus. On ne va pas revenir sur le processus. Il veut 10 ans de dialogue. Non, attention, Kolo. On n'a plus le temps. Le 6 aujourd'hui, le coup a eu lieu le 26. Ça fait bientôt 2 semaines. Il ne faudra pas changer le cours de l'histoire. Combien de temps il faut? Non, on ne va pas revenir sur le processus. L'ultimatum a été donné le dimanche. Avant le coup. C'est-à-dire avant le coup. Pendant que tu es en train de commettre un crime, on te prévient, on dit ne fais pas. Mais tu le fais. Avant le coup, il y a eu des interpellations. Et l'armée n'avait pas encore fait. Non, tu dis avant le coup, il y a eu des interpellations. Avant le coup, on savait qu'il y avait... Avant le coup, oui, mais vous étiez en préparation. Ah bon? Oui, ils ont envoyé une mission, le président béninois devait aller. Oui, parce que l'armée n'avait pas encore fait son message de ralliement à Tiani. L'armée avait déjà déposé le président Bazoum quand le président béninois... Il n'avait pas encore fait de déclaration. On ne savait pas qui. S'il vous plaît. Qui prenait la tête de la junte. On a une junte qui ne veut pas de dialogue. On a une junte qui veut s'installer. On a une junte qui n'entend pas céder ni par le dialogue, ni par un autre moyen à la décision de redonner le pouvoir à un gouvernement civil et démocratique élu. Ça, c'est une posture irréfutable de leur part. Face à des gens qui sont contre les coups d'État, eux, ils font comment? Votre interlocuteur, toi, tu es contre les coups d'État. Oui. Les gens du Niger disent, tu perds ton temps, nous, on a fait notre coup, on est assis. Qu'est-ce que tu fais? Tu es un leader. Tu discutes avec eux combien de temps? Ils disent que tu es un mauvais leader, et que leur coup est bien, que tu t'es tu
pendant que Bazoum était là, il gouvernait mal, et ils ne vont pas, ils ne bougent pas. Monsieur, vous êtes président, et puis voici un putsch qui est là. Vous faites quoi? Vous discutez combien de temps? J'ai une seule question. Vous discutez combien de temps? La force. J'ai posé la question pour répondre. Non, mais bon, d'accord, ce sera prendre vous deux. Vous ne faites pas la force. Prendre vous deux. Bon, ce ce que je fais, alors on va écouter Lanciné et puis ensuite terminer avec Ndri. Moi, je pense que la junte fait du dilatoire. C'est évident, c'est une junte qui est complètement autiste face à toutes les interpellations. Elle veut gagner du temps. Elle veut gagner du temps pour pouvoir rester au pouvoir indéfiniment. Elle veut vraiment terminer le job. Donc je pense qu'aujourd'hui, il faut cesser cette duplicité. Tantôt à géométrie, les régats à géométrie variable, tantôt on ne veut pas de coup d'État, on veut des coups d'État. Moi je pense que tout ça, il faut arrêter. Aujourd'hui, notre sous-région est fortement menacée et il ne faut pas s'abriter derrière le fait que la zone va devenir une zone poreuse qui va profiter aux djihadistes pour adouber un coup d'État. Parce que le coup d'État exprime les fragilités. Aujourd'hui, le général Tchiani n'a pas l'entièreté de l'autorité, son autorité ne s'étend pas sur l'ensemble du Niger. Et même, je soupçonne même que même dans toutes les casernes, il n'a pas l'entièreté du pouvoir dans toutes les casernes. C'est vrai. C'est un soupçon. Oui, ça reste un soupçon, mais nous sommes dans l'analyse, nous sommes dans le décryptage. Donc je pense qu'aujourd'hui, il faut avoir une position de principe, condamner fermement, avec férocité, la prise de pouvoir. Non, on ne s'arrête pas à la condamnation. Il faut passer aux actes. Il faut passer à l'action. Il faut à l'action militaire notamment. Raison au général Tchiani par l'épreuve de force. Ça dit que seule la force arrête la force. Je ne pense pas que le général... Est-ce qu'on mesure les conséquences de cette force? Oui, mais est-ce qu'on mesure aussi les conséquences de... Et aujourd'hui, dans le contexte... On mesure. Félix, ce que je voulais dire... On laisse passer. Félix, allez-y. On laisse passer Félix. La force mesure. Dans le contexte... On laisse passer Félix. On laisse passer. Lanciné. On ne peut pas mesurer. Lanciné, on vous a bien compris. Aussi bien les conséquences de la présence des militaires dans l'ensemble de la sous-région et... Tout comme l'inaction, d'accord. La force, c'est pour assurer le pouvoir de Bazoum, n'est-ce pas? Bazoum, il est où? Est-ce qu'on va assurer un président qui donne... Bazoum est entre les mains des putschistes. Entre les mains des putschistes. Tout ça est pris en compte, n'ayez crainte, parce que la solution contraire à accepter votre posture, c'est cautionner le coup d'État. Et personne ne peut l'accepter. Mais s'il y a dialogue, ce sera... Non, il ne faut pas qu'il y ait dialogue entre vous deux, Félix. Bazoum vous intéresse pas. C'est les putschistes restent qui vous intéressent. Non. À la fin Ebony. Jérôme. Mais il faut qu'il me laisse parler aussi, parce que c'est lui seul qui parle. Bon, finalement, ça devenait un dialogue entre vous deux. Non, mais il faut qu'il me laisse parler aussi. Il faut terminer rapidement parce que le temps. Quand je prends la parole, il m'interrompt. Le temps. Oui. Allez-y, le temps. Allez-y. Alors, quel coup de force dans un pays pour instaurer un pouvoir dont le leader est entre les mains des putschistes? Quel coup de force pendant qu'on risque une déflagration générale au point où celui-même qui tient le leadership de cette opération de force même n'a plus les moyens d'aller faire cette opération de force parce qu'aujourd'hui, le Bola Tinubu ne peut pas engager une épreuve de force sans la caution de ses parlementaires dans son pays. Ça s'est déjà passé au Nigeria. Ça s'est déjà passé au Nigeria. Ça s'est déjà passé. On peut passer outre le Sénat. Ah bon? Voilà, c'est une information de plus qui répond d'accord. Ndri? Non, en fait, je voulais revenir un peu sur ce que Alafé a dit. C'est vrai, peut-être, il semble être très convaincu de cette opération, des contours de cette opération. Mais faisons attention. Convaincu du contraire. Non, on n'est pas convaincu. Non, on n'est pas convaincu. Bon, chacun sur sa posture. Oui, Jérôme. On est d'accord avec Jérôme, quelle est votre position? On est convaincu qu'il faut sauver des vies. On est convaincu qu'il faut nous aujourd'hui là. Félix, Félix, on va laisser Jérôme. On est convaincu qu'il faut laisser une gente au pouvoir. Félix, on est convaincu qu'il faut sauver des gens. On va s'arrêter là. Assumez votre pacifisme. Assumez votre peur de la guerre. Je suis fier d'être pacifique. Je suis fier d'être pacifique. Jusqu'à présent, il n'a pas encore eu de mort. Bazoum n'est pas encore mort. On est d'accord. Alors, messieurs, assumez votre posture. on va s'arrêter là. Vous avez un pacifisme. Moi, je suis un pacifiste
pacifique. Vous avez un pacifisme propre. Parce qu'on veut sauver des vies. Non, 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 non. Vous voyez au secours des poutistes. Vous voyez au secours des poutistes. Non, avec votre posture. À la fin, et Félix, merci. Vous voyez au secours des poutistes avec votre posture. Jérôme, on veut le secours de nos populations pour ne pas nos populations. Quelle population? Celle que vous ne prenez pas en compte dans une déflagration générale. Oui, non, mais qu'il faut assumer. À la fin, on s'arrête. Est-ce qu'on peut pas négocier avec de sorte à les amener on a fait à Bamako, on a fait à Ouaga. On n'a pas fait à Bamako. On l'a pas fait à Bamako. On l'a pas fait ni à Bamako ni à Ouaga. Il n'y a pas eu de négociation. Félix, s'il vous plaît, c'est bon. À la fin. Il dit on n'a pas fait à Bamako. On l'a pas fait à Bamako. À la fin, c'est pas une posture de dialogue. La preuve, il y en a deux. À la fin, ça suffit pour tout le monde. Ça suffit pour tout le monde. Je vais laisser le temps parler. J'espère que le coup d'État va devenir banal pour que ce soit transposé en Côte d'Ivoire. Non, jamais. On n'a jamais dit ça. Non, on va pas se prêter les intentions. Et puis on fait 10 mois et 24 mois. Et ça, ils veulent distraire les gens. Le contour de cette opération. Ça suffit, s'il vous plaît, messieurs, c'est bon, on arrête pour ce soir, c'est bon. Pour ce soir, c'est terminé. Merci, Lansine Bakayoko, Alafé Wakili, Jérôme Dri, Félix Boni, messieurs, je vous remercie. Merci de nous avoir suivis. L'émission réalisée par Fofana Mamadou. Merci à toutes les équipes techniques autour. Restez sur RT1 tout de suite. On se retrouve pour le journal des 20h à dimanche pour un autre numéro du Club de la Presse.